Madame, Monsieur, bonsoir. L'économie du secteur de la santé au Maroc au milieu de votre émission ce soir. D'abord, à la lumière des recommandations du rapport de la Commission spéciale sur le modèle de développement, mais aussi sur la base du rapport non moins volumineux, celui élaboré par le groupe de travail thématique chargé du système de la santé à la Chambre des représentants et qui a souligné l'importance de la réforme globale de ce système et ce dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Quelles sont les principales conclusions à retenir de ce rapport? Quelle complémentarité entre ce rapport parlementaire et celui sur le nouveau modèle de développement? Faut-il mettre de côté toutes les réformes passées pour rétablir la confiance en notre système de santé? Quelles sont les niches à exploiter en priorité en termes de politique du médicament? L'expert en économie de la santé et analyste des marchés pharmaceutiques, Abdelmajid Belaïch, répond à nos questions ce soir. Bienvenue à toutes et à tous. Avant de joindre notre invité, retour d'abord sur la toute dernière actualité relative à la santé dans notre pays, celle de la stratégie nationale pour la santé et ses professionnels annoncée tout récemment par la tutelle. C'est un sujet signé Younes Benzineb. Améliorer les conditions des employés du secteur de la santé, c'est la volonté affichée du ministère de la Santé qui annonce vouloir en faire l'objet d'une stratégie nationale. Compte tenu du rôle vital du secteur de la santé dans l'accompagnement des réformes structurantes, notamment la généralisation de la protection sociale, cette nouvelle stratégie vise à fournir aux employés du secteur tous les moyens nécessaires, tout en renforçant leur protection contre les risques auxquels ils peuvent être exposés lors de l'exercice de leurs fonctions. Cette démarche qui intervient dans le sillage des hautes directives royales relatives au domaine social ambitionne également de mettre en place des programmes nationaux et régionaux visant à promouvoir l'encadrement, la sensibilisation et la formation du personnel de santé, ainsi que des mesures juridiques et pratiques pour améliorer les conditions de travail des ressources humaines au sein des établissements de santé, et ce conformément aux normes en vigueur au niveau national et international. Le ministère de tutelle précise que cette stratégie sera mise en place en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé, selon une approche scientifique et participative, en impliquant les différents acteurs nationaux, sociaux et sectoriels, ainsi que la société civile. J'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis Casablanca par Skype Abdelmajid Belaïch, donc analyste des marchés pharmaceutiques et expert du secteur et de l'économie de la santé. Bonsoir Abdelmajid Belaïch, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Et merci pour l'invitation. On vient de le suivre. La tutelle donc ambitionne de mettre en place toute une stratégie nationale pour les professionnels et les employés du secteur. Tombe-t-elle à point finalement cette proposition de la tutelle? Qu'en pensez-vous, Abdelmajid Belaïch? Il est étonnant que toutes ces stratégies dont on parle aujourd'hui arrivent à quelques mois des élections législatives qui verront certainement un changement ou pas. Enfin, on n'a pas les dents de voyants pour savoir les prochaines élections, qu'est-ce qu'elles vont dégager comme majorité, et donc qui sera ministre de la Santé. Et il est peu probable que ce soit un ministre technocrate, probablement un ministre politique, on verra. Donc, il est étonnant qu'un ministre arrive à quelques mois des élections pour vouloir mettre en place des changements et des stratégies, et ce n'est pas lui qui se chargera de l'application. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un ministre qui va arriver, il va dire non, moi je ne prends pas ça, moi j'ai ma propre vision, ma propre stratégie, etc. Ce sont deux choses se fait en début de mandat, pas en fin de mandat. Alors aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Il faut faire une rupture avec le passé et mettre en place quelque chose de solide et de durable. Aujourd'hui, on parle de modèle de développement et on parle de développement durable. On ne doit plus faire quelque chose qui doit changer chaque fois qu'un ministre change, mais des outils qui vont rester là, les tableaux de bord, les évaluations, les objectifs, et qui vont permettre une continuité dans
dans les politiques de la santé. Mais aujourd'hui, on ne doit plus parler de la continuité. C'est fini, comme on dit, la coupe est pleine. Le rapport d'ailleurs de la commission spéciale de développement a pointé le manque de confiance dont souffrent beaucoup de secteurs, et particulièrement le secteur de la santé. Ça veut dire que si on va vers une continuité, eh bien, il y aura pas, ça va être, il faut une véritable révolution et non pas quelques mesurettes pour changer les choses. Est-ce qu'on peut dire que justement ce rapport de la commission, parce qu'il y a deux rapports que nous discuterons avec vous ce soir, Abdelmejid Belaiche, celui de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement, mais aussi celui de cette commission parlementaire, de la Chambre des conseillers. Mais avant, est-ce que vous pensez, parce que vous avez parlé de révolution, est-ce qu'on peut dire que ce rapport sur le nouveau modèle de développement a répondu de manière assez transverse et assez globale à ces problématiques liées au secteur de la santé? Qu'en pensez-vous? Oui, absolument. Moi, je trouve que ce rapport est très courageux et il a osé dire ce qu'on pensait ou ce qu'on entendait tous, mais qu'on n'osait pas dire, au risque même d'être poursuivi. Parce que si vous dites que les Marocains n'ont pas confiance dans leur système de santé, vous pouvez être poursuivi. On va vous dire, mais d'où vous tenez ça? Alors que là, c'est un rapport quand même. Derrière ça, il y a Sa Majesté. Il y a un travail assez soutenu et pendant une longue période. Et quand même, quand on écrit noir sur blanc que les Marocains n'ont plus confiance dans leur système de santé, c'est très important. Il y a des orientations générales qui ont donné des points dont on va parler, des orientations assez importantes qui vont mettre le train sur les bons rails. Alors, à côté de ça, est venu effectivement le rapport du groupe de travail parlementaire, qui est un rapport de 209 pages, totalement consacré à la santé et totalement dédié à la santé. Alors que le rapport de la Commission, lui, il traite plusieurs secteurs, l'éducation, la justice, la santé, etc. Et donc, il ne pouvait pas aller dans le détail. Parce que justement, ça a été... il y a eu quelques critiques par rapport à la taille des recommandations qui ont été traitées dans le cadre de ce rapport. Je parle bien du rapport de 170 pages, mais pas des annexes. Et justement, comme quoi, au vu de l'importance du secteur de la santé, eh bien, cette commission, selon certains, aurait pu y consacrer plus que quelques pages sur les 170 que comporte ce rapport. Donc finalement, on ne pouvait pas aller vraiment dans le détail. Non. C'est pas possible parce que c'est un rapport transverse qui concerne énormément de secteurs. S'il fallait partir dans le détail pour chacun des secteurs touchés, on ne sortirait pas de l'auberge, on aurait un volume qu'on mettrait 10 ans pour lire. Non, c'est pas possible. Par contre, il a donné des orientations courageuses, et en rupture avec le passé, et ces orientations ne sont pas critiquables, elles sont logiques, ça va dans le bon sens, mais ce qui manquait, justement, c'est ce qui a été apporté par le rapport de la commission du groupe de travail parlementaire, qui lui est un rapport dédié à la santé et un rapport qui est parti dans le détail du détail, et un rapport qui a apporté des recommandations pratiques. Donc les deux rapports ne sont pas antinomiques, ils sont des rapports qui sont complémentaires. Les deux sont complémentaires, et d'ailleurs les deux font référence au discours de Sa Majesté, que Dieu le glorifie, concernant le secteur de la santé. Donc je félicite aussi bien les auteurs du rapport de la commission spéciale du modèle de développement que les auteurs du rapport du groupe de travail parlementaire pour la qualité du travail. Jamais on est parti aussi loin et jamais on a été aussi loin pour dire les 4 vérités. Et ça, ces deux documents, c'est de véritables feuilles de route pour mettre en place une révolution. Parce qu'aujourd'hui, la pandémie Covid
a été non seulement négative, mais positive en beaucoup de points, en ce sens qu'elle a été très riche en enseignements et elle va nous obliger en fait à faire une révolution, mais une révolution aux conséquences durables et non pas qui vont être là uniquement le temps de la pandémie. Et on a vu tous les changements, notamment la digitalisation, qui ont touché énormément de secteurs et qui ont permis à certains secteurs de survivre. Et dans le même cadre, donc, ces deux rapports font une actualisation et d'abord les deux notent que le Maroc a été très résilient face à la pandémie Covid, elle a été bien gérée et que le secteur pharmaceutique a pu approvisionner le marché, quand je dis le secteur pharmaceutique, mais aussi le secteur des dispositifs médicaux et tout ça, on s'en est tiré très bien et mieux que certains pays européens. Donc très ça, bien. C'est le bon côté. Mais tout ça, il faut le consolider durablement et définitivement. Ouais, alors, juste pour qu'on rapproche davantage nos téléspectateurs de tout ça, en fait, ce que vous appelez tout ça, ce sont bien naturellement ces recommandations. Alors, dans les recommandations, il y a une forte présence du secteur privé, parce que quand on parle de confiance, c'est indissociable à l'élément de la bonne gouvernance. Or, dans un peu l'inconscient de l'opinion publique, quand on parle de gouvernance, on ne parle que du secteur public. Or, 60 à 70% de l'offre de la santé au Maroc va vers le privé. Par le secteur privé. Absolument. Oui, absolument. Alors parlons-en justement par rapport à ces recommandations, entre autres sur l'autorisation des cliniques privées, institutions assimilées à exercer leur mission sur la base d'un cahier des charges. Alors, ne serait-ce que cette recommandation, Abdelmejid Belaiche, comment la mettre en place en connaissant bien sûr ce fort lobby du secteur privé et qui quand même donne du fil à retordre, voire même aux autorités et à l'exécutif dans certains changements qui sont importants pour cette réforme et ce rétablissement de la confiance via la gouvernance. Alors, effectivement, on a tendance malheureusement à associer le ministère de la Santé uniquement à la santé publique, comme si ce n'était pas un ministère de la Santé, mais un ministère de la Santé publique, comme on l'appelait il y a quelques décennies. Or, ce ministère doit gérer non seulement le secteur de la santé publique, mais le secteur privé, qui aujourd'hui, vu son poids, en termes d'autorisation, en termes d'inspection, et il doit mettre sur le même pied d'égalité les cliniques et les hôpitaux en termes d'inspection, en termes de respect d'un certain nombre de procédures, et pour lutter contre un certain nombre d'anomalies que tout le monde connaît. On doit lutter sur, par exemple, la pratique des chèques de garantie, des chèques à blanc de garantie, par exemple, un exemple parmi d'autres. Eh bien, il faut garantir le paiement aux cliniques, même pour les patients qui ne sont pas solvables. Il faut trouver un système pour permettre à la clinique de recouvrer ses frais sans qu'on autorise ce qui est interdit par la loi et qui est le chèque on ne peut pas leur dire oui c'est beau, il faut leur dire il faut interdire les chèques de garantie, mais d'un autre côté il faut leur garantir le paiement des actes qui ont été. Il faudrait bien sûr encadrer les actes en termes tout en établissant et en mettant à jour les prix de référence qui n'ont pas été mis à jour depuis très longtemps, parce qu'il faut être juste. Il ne faut pas qu'on non plus qu'on. Alors ça, c'est clair qu'aujourd'hui, il y a une perte totale dans le système de santé, malheureusement, on est en train de détruire le secteur de la santé publique qui doit être un secteur fort, comme dans les pays qui se respectent. Vous allez dans les pays européens, le secteur hospitalier est un secteur très solide, très. Aujourd'hui, malheureusement, on est en train de le tuer, on est en train de faire comme ce qu'on a fait dans l'enseignement public, on a tué l'école publique. Alors justement,
Ce que propose ce groupe de travail parlementaire, c'est d'adopter une approche parrainée par l'État. Donc là encore, un peu comme dans plusieurs volets de ce rapport sur le nouveau modèle de développement, il y a cette question du rôle de l'État. Quel devrait être le rôle de l'État dans la réforme de la santé, compte tenu de l'importance et du poids du privé, Abdelmjid Belaiche? Oui. Alors, le privé, bien sûr, le secteur privé, il est là. Il y a, en termes d'offres et en termes de qualité des plateaux techniques, etc., il est là. Mais il doit être encadré. L'État, il a quand même des fonctions régaliennes de contrôle et tout ça. Donc, il doit exercer ce rôle non seulement vis-à-vis du public, mais vis-à-vis du privé. C'est-à-dire que il faut faire en sorte que le patient marocain ne soit lésé, ni quand il va à la santé publique, ni quand il va dans une clinique. Et qu'il n'y a pas de pratiques anticoncurrentielles, il n'y a pas d'abus au niveau des prix des actes et tous ces éléments qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent être préjudiciables pour les patients. Mm-hmm. Alors, ce qui est important, oui. Ce qui est important, c'est qu'il faut en finir avec la santé à deux vitesses. Aujourd'hui, nous avons les affiliés de l'AMO et des assurances privées qui peuvent choisir leurs médecins, leurs pharmaciens et tout. Et nous avons en face les ramidis qui n'ont aucun choix que d'aller vers un hôpital en particulier, même quand, avec des rendez-vous de 6 mois à 1 année, avec les scanners souvent en panne, et avec des ressources humaines qui ne sont pas toujours suffisantes. Et il n'a pas le choix. Quand l'hôpital est surbooké, il ne peut pas aller vers un secteur privé. Ça, c'est une santé à deux vitesses. Il faut en finir. Il faut faire en sorte que même le ramidis puisse choisir son médecin dans le public ou dans le privé, puisse choisir sa pharmacie, puisse choisir son radiologue, etc. Alors justement, avant de passer à la pharmacie, oui, vous avez parlé de médecin. Je ne garde que ce mot dans votre dernière déclaration et par rapport à la disponibilité du corps médical, en l'occurrence les médecins. C'est une question, bien sûr, de compétence, mais c'est une question aussi de transparence par rapport à cela. En fait, cette problématique de gouvernance, moi j'ai envie de la diviser en deux parties. C'est bien sûr la transparence, mais il s'agit aussi de compétences. Et on connaît là les failles et les dysfonctionnements en ce qui concerne les compétences, et notamment dans le secteur public, Abdelmjid Belaiche. Pourquoi on dissocie les compétences médicales au Maroc entre secteur public et secteur privé, alors que le médecin est au service du citoyen, du patient? Oui, absolument. Tout d'abord, il y a un problème, c'est que le secteur public n'est plus, malheureusement depuis quelques années, un secteur attractif pour les meilleurs éléments, pour les éléments les plus compétents, pour les gens qui sont travailleurs. Et on a, je vais vous rappeler quelques choses qui se sont passées. Je vous rappelle le médecin du Tiznit, ce qu'on appelait les médecins du pauvre et tout ce qui s'est passé. Donc il y a un problème, c'est que les gens bien, on finit par les dégoûter. Et ils finissent par aller soit vers le privé, soit carrément par plier bagages et aller vers d'autres pays. Et vous savez l'hémorragie terrible que nous avons subie en termes de nombre de médecins qui quittent chaque année notre pays pour aller s'installer dans d'autres pays. Et aujourd'hui, on est en train de dire, oui, mais il faut chercher à faire revenir les médecins. Non, désolé, un médecin qui s'est installé dans un autre pays ne reviendra jamais. Il y a le problème des salaires. Vous savez qu'un médecin avec son doctorat est pratiquement payé comme quelqu'un qui a un simple master. Donc ça pose problème. Les médecins et les cadres de la santé en général sont sous-payés. Et donc ça c'est des éléments qui font qu'en face, on a affaire à des gens démotivés et qui ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Et on est dans les problèmes de gouvernance, dans la mesure où on n'est pas en mesure d'évaluer la qualité, la quantité du travail fourni par tous les médecins et qu'on les paye de la même manière, ce qu'ils travaillent, qu'ils ne travaillent pas, c'est en fin de compte, c'est le citoyen qui sera lésé. D'où cette proposition de la création d'une agence, la proposition du rapport parlementaire d'une agence suprême de la santé.
Et parce que vous avez dit que c'était complémentaire, et moi comme ça me fait ma transition vers notre prochain axe, celui de cette agence indépendante du médicament. Si ça devait, en fait c'est complémentaire certes, mais en tout cas cette agence indépendante du médicament, aujourd'hui elle s'impose comme une urgence. Pourquoi elle tarde à voir le jour depuis le temps qu'on la propose? Parce qu'elle figure certes dans les recommandations de la commission spéciale sur le modèle de développement, mais on en parle depuis quelques années déjà de cette agence. On en parle depuis plus d'une décennie. On en parle, mais on ne fait rien pour qu'elle sorte de l'île. Le problème, c'est des problèmes de pouvoir, le problème de lobby, le problème de résistance, et des gens qui ne veulent pas lâcher certaines responsabilités qu'ils ont. C'est ça le problème. L'agence, quand on parle d'agence, c'est une agence indépendante qui a son propre autofinancement et qui est indépendante du ministère de la Santé. Ce n'est pas une direction affiliée au ministère de la Santé. Dans ces problèmes du médicament, le ministère ne peut pas être jugé partie. Donc c'est une agence de compétence, c'est un pôle d'excellence qui va avoir les moyens suffisants pour attirer vers lui les ressources humaines. Vous savez, la direction de médicaments et de la pharmacie, elle a connu au cours de la dernière décennie, et surtout des dernières années, une hémorragie terrible de ressources humaines, et les meilleurs éléments, malheureusement, ont dû partir, ou on les a fait partir. Voilà les problèmes qu'il y a. Une agence avec ses moyens de financement qui peuvent attirer les meilleures compétences et qui seront bien payées, pourra mieux fonctionner et de manière indépendante. Et quand on parle d'une agence indépendante, c'est aussi la mise en place de procédures pointues. Oui, mais de cadre légal. Alors, Abdelmejid Belriche, parce qu'il nous reste très peu de temps, il y a beaucoup à dire, mais vous parlez de procédures. Oui. Moi, je vous parle aussi de lois. Certaines lois existent. Leur décret d'application est sorti. Je ne parle même pas de celles qui existent sans décret d'application, mais celles dont le décret d'application est sorti, qui ne sont pas appliquées. Oui. Pire. Bien sûr, mais on ne peut pas parler de la création d'une agence ou en tout cas de mettre en place un cadre qui encadre, alors qu'il y a l'encadrement légal et juridique, mais il n'est pas appliqué. Alors comment faire pour justement l'appliquer à même de mettre en place ces recommandations et puis de réformer ce système de la santé? Oui, le problème c'est que des fois, nous faisons des décrets qui s'avèrent après totalement inapplicables. Oui. Comme celui de la bioéquivalence, ou des décrets où il y a des failles, où il y a de gros problèmes, comme celui concernant le prix de médicaments. Le problème, c'est qu'on a vu même quelque chose, et là je ne raconte pas une blague, mais c'est quelque chose qu'on a vraiment vécu, c'est le fait qu'un directeur du médicament et de la pharmacie gomme un décret signé par le chef du gouvernement par une simple circulaire. C'est des choses aberrantes. Nous n'avons même pas la notion de respect. Il a gommé certes parce que ce décret était mal fait, mais déjà, avant les textes de loi et les décrets, il faut qu'il y ait un travail technique très pointu, une consultation des différents partenaires, justement pour éviter de tomber dans des erreurs ou dans des situations d'inapplicabilité de ces décrets ou de ces lois, pour éviter qu'après on soit obligé de les gommer par des simples circulaires. Oui. Dernière recommandation, par rapport à la substitution des importations, la Commission appelle à encourager les médicaments fabriqués au niveau national et limiter l'importation de médicaments, sauf si nécessaire. De quels médicaments parle-t-on? Et peut-être aussi de rappeler qu'est-ce qu'on doit arrêter d'importer, qu'on peut fabriquer au Maroc, quelles sont les niches à exploiter. Abdelmejid Belriche, pour terminer rapidement. Oui. Alors, premièrement, il y a un nombre important de médicaments qui sont totalement fabricables au Maroc et qui ont des équivalents fabriqués au Maroc. Or, à travers des laboratoires fantômes, on continue de les importer. Déjà, le fait d'accorder une AMM à l'importation pour un médicament fabricable au Maroc est une aberration. Et ça touche non seulement les intérêts d'opérateurs, mais ça touche les intérêts des patients. Et on a vu l'histoire de la marge des 10% que les patients paient pour
pour des produits importés, mais aussi ça touche les intérêts supérieurs du pays en termes de balance commerciale pharmaceutique qui connaît un effondrement extraordinaire, fuite de devises, impact sur l'emploi, impact sur la fiscalité, impact sur la valeur ajoutée, etc. Donc aujourd'hui, tous les médicaments fabricables doivent être fabriqués. Et même pour les médicaments non fabricables aujourd'hui, je parle des médicaments de biotechnologie, eh bien, il faut faire comme un certain nombre de pays, il faut faire l'effort d'aller vers la fabrication de ces médicaments. Qui doit faire Cuba l'effort? qui est un tout... Abdelmajid Belaiche, Ben, pour nommer les responsables. Il y a deux. Il y a le secteur pharmaceutique qui doit s'investir, qui doit être plus imaginatif, plus innovant pour aller vers ces choses-là. Mais bien sûr, il faut que le rôle du ministère de la Santé aussi pour encourager et pour le ministère de l'Industrie. C'est un problème transverse. Nous avons vu malheureusement que le ministère de l'Industrie a mis en place un plan d'accélération industrielle avec des objectifs ambitieux, mais que du fait que le ministère de la Santé n'a donné les AMM à l'importation, ce plan a été torpillé. Absolument. Ça veut dire qu'il n'y a pas un travail transverse, il n'y a pas une communication entre différents ministères qui doivent travailler sur le même. Chaque ministère, il travaille dans son petit coin et et des fois, on se retrouve avec des situations où il y a un conflit entre les projets de différents ministères. Il faut arrêter. Ça, c'est un problème de gouvernance aussi. Alors, donc aujourd'hui, même des produits de biotechnologie tels que les vaccins, on est en mesure d'aller au moins vers l'étape du remplissage, ce qu'on appelle le fill and finish. Au moins vers cette étape-là, en attendant, dans un proche ou moyen avenir, d'aller vers une fabrication. Surtout qu'aujourd'hui, il y a dans le monde, il y a le débat sur la levée des brevets. Des brevets sur les vaccins. C'est toujours, bon, après la déclaration de Biden, il n'y a rien eu depuis. Merci beaucoup, Abdelmajid Belaiche. Toujours un plaisir d'échanger avec vous sur cette question vitale qu'est notre secteur de la santé. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Plaisir partagé. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée.